Bonjour, bonjour, excellent réveil à tous et merci d'être là. J'espère que vous profiterez de cette belle journée d'été, en tout cas, où que vous soyez. On vous salue à partir des studios de Canal Algérie et nous sommes ravis de vous accompagner en ce début de matinée où nous promettons de beaux rendez-vous dans cette matinale, à l'instar de celui qu'on aura avec le chanteur, interprète donc et compositeur et auteur également. Il s'agit de Mohamed El Yazid qui sera parmi nous ce matin. Donc il est également enseignant de musique, il est aussi donc très comment dire, il jongle avec l'informatique. Jusque là ça a l'air tout à fait normal, mais si je vous dis qu'il est non-voyant et qu'il anime actuellement une chaîne de bricolage, une chaîne de menuiserie, c'est incroyable, vous me direz. Ben pourtant c'est vrai. Nous allons découvrir cette expérience humaine et rencontrer l'artiste dans un instant sur ce même plateau. Et puis, dans cette matinale, nous reviendrons aussi sur la réussite au baccalauréat de cette année, les perspectives qui s'ouvrent devant nos bacheliers. Donc, nous en parlerons ce matin avec un représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour voir les étapes qui les attendent en amont de leur entrée à l'université. Et puis, nous aurons le plaisir de retrouver nos amis du lundi, à l'instar d'Ahmed Griga Hassan. Lui mettra en valeur une personnalité, une valeur de la culture islamique bien de chez nous. Il s'agit d'Ali El Boudilmi. Et puis, nous aurons aussi un rendez-vous avec Imad Eddine Lamouri qui surfe sur les internets. Et en parlant de surf, justement, il y a une autre discipline, justement, du même genre, une cousine, on dira, le ski, qui se pratique sur le sable autant que le bain de sable. On en parlera ce matin avec un représentant donc de la Saoura. Il s'agit d'un opérateur touristique qui nous parlera des différentes perspectives touristiques qui s'ouvrent devant les visiteurs de notre pays en pleine saison estivale, pourquoi pas. Alors c'est parti pour cette matinale avec tout d'abord un point météo signé Feriel Chir. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Que nous dit l'avenir, Feriel? Bonjour. Bonjour à vous. Voilà, que nous dit l'avenir très proche, cette journée seulement. Ciel, bien sûr, concernant les nouvelles du ciel. Allons-y alors. Donc, bonjour à vous, Lazia, bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, très heureuse de vous retrouver. Pour aujourd'hui, on attend un temps chaud sur le nord comme sur le sud. Côté ciel, beaucoup de brouillard au lever du jour, mais rassurez-vous, ça devrait se dissiper. D'après, bien sûr, Météo Algérie, au fil des heures, au fil des heures, le soleil reprendra le dessus. Il s'imposera au nord comme au sud. On traîne un ciel voilé à l'intérieur du pays avec possibilité de quelques foyers orageux en soirée. Même chose pour l'extrême sud, le Hogar, le Tasli. À noter des vents assez forts au Sahara central jusqu'au sud des oasis, ce qui va engendrer de fréquents soulèvements de sable, ce qui va réduire la visibilité. Soyez prudent. Les températures, les voici. Il continuera à faire chaud aujourd'hui, des températures caniculaires, notamment vers les régions côtières de l'Est. 40 cet après-midi pour Annabas, Kikda. Il fera 43 à Sétif, 43 plutôt à Tizi Ouzou, 39 à Sétif, à Betna, 37 pour Guelma, 43 aussi le maximum au nord à Rélizen, 41 à Tlemcen, 36 Oran, 35 à Al-Beyod, au sud 44 Tindouf, entre 44 et 45 pour l'extrême sud, c'est le maximum. On relèvera cet après-midi aussi 42 à Ouergla, il fera 41 à Hassim Saoud, à Ouled Jellel, 39 à Ilizi, 38 Tamal Rasset et Janet. À présent, place ce matin à l'état de la mer. Cet après-midi, la mer sera belle, calme, avec des vents faibles qui varient généralement entre 10 et 20 km/h à l'ouest comme vers le centre, entre 10 et 30 km/h à l'est. Le soleil se couchera aujourd'hui à 19h59. Nous allons perdre une minute d'ensoleillement et les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 www.meteoalgerie.dz. Merci pour votre attention. À tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل.
Merci beaucoup, Feriel. Je vous en prie. Chaleur saisonnière, donc Tout à fait, en revanche, pour l'humidité, aujourd'hui. ça gêne un peu. Hein. Exactement, mais ça va être de courte durée. Oui. D'après bien sûr Météo Agiré, à partir de mercredi, ça devrait rentrer. Ouais, dans l'ordre, et puis Voilà. on pourra apprécier la chaleur de l'été sans avoir à s'éponger sans arrêt. Voilà. Merci beaucoup, Je vous Feriel. en prie. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et puis tout le monde vous retrouvera à midi et 19h probablement. Rendez-vous pris. Alors, je remercie ceux qui sont avec nous ce matin. Je vous souhaite de prendre un bon café, et puis pourquoi pas en musique avec Bilal Bouchnine tout de suite, Life Goes.
Voilà, en tout début de cette émission, nous avons le plaisir de recevoir notre ami Ahmed Grigassen, qui nous fait toujours découvrir des personnalités incroyables de notre histoire culturelle algérienne, une histoire qui s'inscrit dans le grand ensemble musulman. Et voilà, bonjour. Bonjour Rabia, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaykoum, naharkoum mabrouk. Donc voilà, c'est un peu la Vous fin l'avez de la déjà saison. cité celui-là plusieurs fois. Cheikh Ali El-Boudilmi a été cité de nombreuses chroniques. Oui. Mais cette fois-ci, on lui consacre Voilà, carrément exactement, l'espace. parce qu'on l'a cité quand on a parlé de Tafsir al-Qur'an, parce que c'est l'un des derniers à avoir fait expliquer l'exégèse du Coran en cours, donc dans la mosquée pendant 20 ans. Donc il a pris tout son temps pour expliquer tout le Coran. Donc il l'a fait tel que l'a fait Cheikh Ben Badis, qui était son professeur, et puis qui a été fait par la suite par Cheikh Skandar Amdiya. Donc c'est une très vieille tradition en Algérie d'expliquer le Coran en dars, et ça prend 20-25 ans. Voilà. Donc on a Abou Abdullah Sharif Tilimsani Atlimsan qui l'a fait. Donc il y a les cours. Voilà, ce contemporain de Ben Badis est né au début du XXe siècle, donc en 1909. Il est né à Msila. En fait, il a une trajectoire très particulière. Donc déjà parlons de son père. Son père c'est Mohamed Ben Abdullah, donc qui est né, c'est un Boudilmi de Msila. Il est né dans le quartier de Kararla. Donc il y a un quartier à Msila qui s'appelle Kararla. Donc il a fait ses études. Et puis lui, le Cheikh Mohamed Ben Abdullah, je crois que le prénom c'est Mohamed Ben Abdullah. C'est un prénom composé tel quel. D'accord. Comme il y a le prénom c'est Ahmed Ben Youssef. Donc il a étudié chez lui. Puis il est parti à Constantine étudier chez le Medjawi. De là, il est parti à Galma. Donc, il a fait un peu le tour de l'Est de l'Algérie, donc la région Est, où il a étudié. Puis, il a créé une zawiya à Msila, où est né son fils, où il a étudié au début. Donc, Cheikh Ali Boudilmi, il est né en 1909. Il a appris le Coran très, très jeune, donc 9-10 ans. Il avait déjà terminé l'apprentissage du Coran. Puis, il a commencé à étudier chez son père, qui était un alim déjà, et chez les enseignants qui étaient dans la zawiya. Puis il va juste à côté à la zawiya del Hamel, bien sûr. On n'est pas loin, j'allais vous dire, justement, des zawiya del Hamel, un centre de rayonnement aussi qui continue. Et de là, il est parti en Kabylie, donc il a fait quelques passages. Puis il est parti à Constantine, où il a étudié chez Cheikh Abdelhamid Ben Badis et les grands ulama. Il a notamment étudié chez Ahmed El-Habibatni, qui était élève de Medjawi. Donc il a été camarade peut-être de son père. Puis Cheikh Tahar Ben Zeggot, Cheikh Zouawi El-Fougoun. Donc il y avait les derniers ulama de Constantine du début du XXe, il a étudié chez eux. Et puis donc il fait plus que son père, donc la situation est différente, politique notamment militaire. Donc il a l'occasion de partir à l'est et à l'ouest. Donc il va en Tunisie notamment pour apprendre chez le ulama de Zeytouna. Et bien sûr il fait un passage chez Cheikh Tahar Ben Achour, qui a été aussi le prof de Ben Badis. Donc il a été l'élève des profs de ses propres profs. Donc c'est très intéressant. Et voilà, puis, justement, il y a plusieurs personnages qui apparaissent sur cette photo. C'est peut-être eux, ou est-ce que ce sont les ulama? C'est lui. Donc en partant vers le Hajj au début, juste après l'indépendance, il est au milieu, il est le petit, donc il est vraiment au centre de l'image. Là aussi, il est au centre de l'image. Donc on le voit. Donc c'est lui. Oui. On le voit. Donc c'est un personnage qui a marqué le XXe siècle, parce que il a étudié chez son père. Il a été dans la zawiya de son père. Son père était un Rahmani, donc il était de la zawiya Rahmaniya. Lui, il fait un passage chez l'Islah, chez Ibn Badis notamment. Et puis, donc, il a un besoin spirituel comme ça qui le guide à chercher le maître de l'époque. Et à l'époque, donc, on lui dit, le maître, c'est Cheikh Ahmed Al-Alawi, donc Cheikh Al-Alawi de Mustaghanem. Et il va le voir, donc il devient Alawi lui aussi. Donc, à nos yeux, peut-être... Il a des élans soufis. Il a un besoin spirituel. Là, on le voit à côté, à la deuxième rangée, donc au milieu. Donc, on a un personnage, c'est Ahmed Ben Mohamed Ben Yillis, donc le fils de Mohamed Ben Yillis, qui a fait le hijra de 1911 de Tlemcen. Donc, il a fait un passage à Tlemcen, il est venu visiter. Et juste à côté de lui, on a Cheikh Ali El-Boudilmi, bien sûr, parce que l'autre
il était Darqawi Chadouli, mais le Cheikh Boudilmi était Alaoui à l'époque. mais aussi c'était un Alaoui, Darqawi Chadouli, donc c'est la même, juste une ramification de la même tariqa. Donc, oui, donc ça ne se faisait pas dans la compétition, ni dans l'affrontement, c'est dans la fraternité. Donc les Zaouïas elles communiquaient entre elles et les différentes tariqas. Oui, des fois, tout dépendait en fait de le misage. Donc des fois on tombe sur des maîtres, un peu des chouyours qui ont un caractère un peu fort, qui n'a pas été assez amadoué par le soufisme. Sinon, le soufisme, c'est vraiment la mesure. Donc, c'est vraiment quand on devient très calme, en paix avec soi-même et avec tout le monde. Et là c'est une très belle photo avec tous les grands machaïrs de l'ouest de l'Algérie. Il y a Bentoko, il y a toutes les zaouïas qui sont là. Et lui, bien sûr, il est en tenue noire, là, juste à la gauche, à notre gauche. Ça permet de le repérer, ça permet de voir qu'ils sont encore plus imposants, peut-être plus anciens que lui. C'est des vieux, donc bien sûr, il est parti les voir. Donc, il y a toutes les zaouïas de l'Orani. Lui, il était un peu... Donc, c'est un gars qui est venu de l'Est, donc il ne connaissait pas très bien. Donc, mais là, donc, bien sûr, il va les voir. C'est des gens qui sont vénérés, qui sont respectés. Donc, aussi, donc, donc après tout ses voyages et ses apprentissages, donc il revient à Msila, il commence à enseigner. Puis, donc, il commence à quitter. Première des choses qu'il fait, il crée un journal que j'ai découvert hier. Donc, je ne savais même pas que Cheikh Boudilmi avait un journal. Il l'a appelé Dikra. Je ne sais pas, je crois qu'il y a aussi l'image du journal, peut-être qu'elle viendra par la suite. Donc, il a publié un journal, je ne sais pas combien de numéros, je ne l'ai jamais eu entre les mains, mais c'est très intéressant parce que, donc, on voit que même les chouyours Toroqiya étaient, bien sûr, Cheikh Al-Alaoui avait même sa propre imprimerie. Oui. Donc, c'est pas... Mais vous dites qu'il a été le disciple de Ben Badis, donc c'est vrai que Ben Badis était versé dans l'écriture journalistique. Exactement. Donc, il avait des revues qu'il gérait avec, à chaque fois, il éditait un nouveau journal, une revue. Donc, c'est un travail qu'il a fait exactement pendant toute sa vie. Et là, donc, Cheikh Boudilmi a fait la même chose. Voilà, ça c'est un exemplaire de sa revue. Déjà, je remercie mon ami Abdelrahman Riyad, qui est de la région de Msila. Donc, c'est lui qui m'a facilité toutes ces images et beaucoup d'informations qu'il a mis sur sa page Facebook. Je le remercie infiniment. Et ça a permis de faire connaître Cheikh Boudilmi, enfin, que je le découvre moi-même. Parce que il y a eu beaucoup de polémiques entre lui et Cheikh El-Bachir Ibrahimi parce que lui, après tout, il est parti s'installer à Tlemcen, il est devenu même mufti de Tlemcen. Donc il y avait les deux grands partis, les deux grands groupes, le groupe de Cheikh El-Boudilmi qui était soufi, alaoui, et il y avait le groupe autour de Cheikh El-Bachir Ibrahimi dans Dar al-Hadith, donc avec tous les enseignements. Donc il y avait une petite rivalité comme ça, beaucoup de polémiques entre eux. Bien sûr, les gens qui rapportaient, il y avait beaucoup de rapporteurs et on le voit d'après les articles. Ce sont des menteurs. Donc, tel m'a dit que vous avez dit et tel m'a rapporté. Donc au début, j'ai pas voulu entendre, mais il paraît que c'est vrai. Donc il y a beaucoup de polémiques. Il y a eu même des appels à rencontres, débats, donc entre les deux, que le débat qui n'a jamais eu lieu apparemment, d'après les échos que j'ai trouvés dans les biographies de l'un et de l'autre. Bon, mais ça a permis d'enrichir, comme le dit si bien Cheikh Tahar Ait Al-Jid, donc avec les deux. Donc on lui a dit une fois pourquoi Cheikh Al-Hafidi et le Cheikh Al-Hamlaoui sont partis créer l'Institut Al-Ktaniya, Al-Mahad Al-Ktani à Constantine, puisqu'il y avait déjà Mahad Ibn Badis. Il leur a dit on avait un seul et on en a deux. Non, on en a deux. Exactement. On a deux pôles et autant en profiter. Exactement, ça permet à tout le monde d'étudier parce qu'on peut pas, un seul ne peut pas tout absorber. C'est comme l'histoire de la création de l'USMA et des autres équipes après le Mouloudia, parce que le Mouloudia n'arrivait plus à absorber toutes les demandes. Donc autant créer de nouvelles équipes. D'autres. Bon, par la suite, c'est devenu des rivalités. Donc il a aussi beaucoup publié, entre autres aussi dans la polémique, mais aussi en réponse en 47 par exemple. Donc là c'est un kitab de Sharia, donc le Hadith Rasoul, Silat al-Mawsoul bi Hadith Rasoul. Donc c'est une fahrasa, c'est un sept
où il met sa filiation scientifique. Donc il met toutes les asanid, et puis quand quelqu'un lui demande l'ijaza, et il a donné l'ijaza à des ulama de Syrie. Très bien. Et là, donc, on voit des couvertures de quelques livres qui ont été publiés. Certains, il a publié pendant sa vie, il a publié beaucoup d'articles. J'espère qu'un jour, on arrivera à avoir l'ensemble des numéros de Dikra, de ces journaux. Il a une fois, donc en 1947, il y avait un mouvement de jeunes, moi que je ne sais pas, j'arrive pas à identifier qui ont demandé à moderniser un peu l'islam, donc beaucoup de bid'ah, comme le disent. Donc lui, il a fait une réponse, donc et là c'est Risalat al-Qawl al-Mu'ayyad bid-Dalail al-Fiqhiyya. Donc là, c'est une fatwa qui est sortie, je ne sais pas qui a publié cette fatwa, qui a dit que la prière derrière les ulama turuqiyya, n'était pas valable. Donc là, c'est un sujet de polémique, il répond. Donc on voit que le bonhomme était vraiment à l'écoute de la société, donc il répondait à toutes les questions qui se posaient, donc il était là, il était présent, et c'est ça vraiment le rôle qu'on attend d'un alim. Ce qui faisait sa particularité. Exactement. Cette écoute et il a vécu et réactivité. Il est décédé en 1986, et pourtant, donc, il est... Voilà. Mais on l'a pas beaucoup connu. C'est-à-dire il a quand même vécu longtemps, mais pas assez connu, effectivement. Parce qu'il y a eu, il a marqué en tout cas le début du XXe siècle. Et je ne pense pas que quelqu'un qui veuille étudier l'Algérie du XXe siècle, donc sans tout ce pan de la société qui était le pan des Turuqiyya et des Zawaya, donc je pense qu'il n'aura pas une vision objective de ce qui s'est passé. Il mériterait peut-être justement un colloque ou un séminaire autour de sa personnalité, de son œuvre. Et que son œuvre soit présente dans les librairies, donc que les gens puissent le connaître, et traduite aussi pour les gens qui... Et en parlant de rencontres, vous revenez de Bourg-Poiré-Ridge, n'est-ce pas, Ahmed Girgahsen, où vous avez pris part à un colloque sur l'histoire et la résistance durant la révolution dans la région de Zemmoura. Exactement. Donc, c'est le mois de l'indépendance, donc c'est vraiment on est tout fiers, parce qu'on est les enfants de ce peuple qui a fait la révolution du XXe siècle, qui a marqué l'époque, Donc personne ne peut écrire l'histoire du XXe siècle en contournant la révolution algérienne, qui a marqué toutes les sociétés et tous les peuples de l'époque. Et là, on connaît un peu les grands traits de l'histoire de la révolution dans toute l'Algérie, l'histoire de la résistance, du mouvement national, mais il manque ces détails, il manquerait de prendre la loupe et de voir donc exactement ce qui s'est passé dans le détail dans toutes les régions. C'est ce qu'on a essayé de faire en organisant ce colloque à Bourg-Poiré-Ridge, au CLS Ben Hala. Donc on a essayé de parler de 4 grands thèmes. Donc il y avait la résistance, donc c'était avec l'Amir Abdelkader Cheikh Moussa Derqawi dans la région de Zemmoura. Et puis on a parlé de l'exil des Zemmouri à Bilad Sham en 1910-1911. Et puis la révolution avec la participation des Zemmouri, notamment la grande personnalité de le docteur Ahmed Ben Abid, qui était un grand chef de la révolution, qui n'est pas connu lui non plus. Voilà, grosso modo, le colloque. On a parlé, il y a eu beaucoup de films, beaucoup de documentaires sur la participation des Zemmouri. Et voilà, donc ce n'est qu'une partie de l'Algérie, mais ça fait partie de l'Algérie. Excellent, autant que toutes ces personnalités qui finalement complètent ce grand puzzle, pièce par pièce. Vous nous avez permis de découvrir ces personnalités incroyables de la culture islamique, bien de chez nous en tout cas. Voilà, aujourd'hui c'était Cheikh Ali El Boudilmi, donc on vous invite à le découvrir également à travers vos différentes sources d'informations. Mais en tout cas, la plus fiable pour nous, ça reste Ahmed Girgahsen. Est-ce que vous prenez des vacances, Ahmed? Oui, j'espère bien.
L'année donc a été remplie, alhamdoulilah, parce que le post-Covid a été un peu fort, parce que Oui, tout à fait. on a essayé de récupérer, de rattraper. Inch'Allah, on a réussi à faire quelques avancées, mais il reste beaucoup à faire l'an prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci infiniment. Merci à vous. Excellente journée à vous et à ceux qui nous suivent ce matin, les plus fidèles. On vous embrasse et on vous souhaite de passer une excellente matinée avec nous. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les nouveaux bacheliers. On va d'abord le faire à travers un reportage de notre équipe de la rédaction L'Info qui met en relief l'opération d'orientation de ces nouveaux bacheliers. Nous en parlerons davantage avec de plus amples détails avec notre invité qui nous vient de l'enseignement ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce sera après ceci. Premier pas dans la vie estudiantine pour ces bacheliers. À travers ces portes ouvertes, ils découvrent les différentes formations dispensées par les universités et les instituts du pays. J'aimerais me spécialiser en biologie. Je suis venue me renseigner sur ce domaine et découvrir les nouvelles spécialités. هنا في l'université باش نشوف les spécialités surtout يعاونونا بزاف l'orientation يعلمونا كيفاش يعلمونا les matières surtout les filières اللي باش نعرفوهم. C'est une très bonne initiative. Cela nous aide énormément à faire nos choix. Beaucoup d'informations sur les spécialités qui nous intéressent nous ont été données. Pour la circonstance, les bacheliers étaient encadrés par le personnel mobilisé par l'université algérienne. À travers ces portes ouvertes, l'étudiant va pouvoir connaître 9 facultés différentes et ces facultés couvrent pratiquement tous les domaines des sciences et de la technologie. Nous avons une faculté d'informatique, une faculté de mathématiques, faculté d'électronique, faculté de biologie. On est présent aujourd'hui dans ces journées portes ouvertes de l'USCHB et cela va permettre aux nouveaux bacheliers d'être orientés et qu'on leur donne un aperçu non seulement à travers les différentes facultés existantes au sein de l'USCHB, mais aussi au sein de les différentes spécialités, les accès vers les licences, les masters, mais aussi le doctorat. Donc j'espère qu'on pourra les aider et faire notre mieux pour mieux les orienter. Ces journées portes ouvertes ont pour objectif de faciliter la tâche aux bacheliers en leur offrant toutes les informations nécessaires liées aux filières disponibles au niveau de l'université. Et voilà, donc là, on est placé vraiment à une enseigne qui va permettre d'avoir de plus amples détails sur cette orientation, puisque nous avons le plaisir de recevoir ce matin Monsieur Seyfeddine Amara, directeur de l'enseignement du premier et second cycle, c'est bien cela. Vous représentez le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ce matin. Donc voilà, c'est la source, on dira, pour les orientations, n'est-ce pas? Oui, bonjour madame, tout à fait. Donc je suis le directeur des enseignements du premier et du second cycle au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Et là, l'opération, donc tout le processus de préinscription, d'orientation des nouveaux bacheliers est lancé. Suit son cours le plus normalement. Très bien. Donc vous prenez chaque année de nouvelles mesures en vue justement d'offrir aux élèves et aux futurs universitaires une grande visibilité sur les perspectives qui s'ouvrent devant eux. Alors là, vous avez déjà la plateforme numérique qui permet de le faire. Donc ça continue, j'imagine, par le biais des inscriptions dont on a parlé à l'instant. Depuis quand même quelques temps déjà, il existe cette plateforme qui permet d'inscrire quelques 300 000 bacheliers par an. Par exemple, pour cette année... Qu'en est-il de cette année, justement? Alors, pour cette année, je vais vous donner les chiffres. Oui. Alors, à l'heure où je vous parle, donc le nombre de bacheliers est de 345 382, donc bacheliers 2022. Sur ces 345 000 bacheliers, 333 000 ont signé la charte. Donc ça veut dire 96% des bacheliers ont signé la charte. Et sur ce nombre, 325 905 d'entre eux, soit 95%, ont fait leur préinscription. Très bien. La préinscription n'est pas l'étape définitive, bien sûr. Ces inscriptions sont appelées à être confirmées. Ce n'est que le début. Donc, selon les résultats de ce bachelier, la moyenne du bac, les notes au niveau de certaines matières, des conditions
posées, donc on les trouve au niveau de la circulaire d'orientation, des places pédagogiques qui sont disponibles, évidemment. tout à fait. Donc l'étudiant aura une liste de choix autorisés. Et à sa charge, donc de choisir ce qu'il veut faire et surtout de mettre ça dans l'ordre de choix décroissant. C'est assez important. Premier choix, second, troisième, etc. Ne pas mettre son dernier choix en bas parce que la machine, le premier choix qui est vérifié, elle le prend. Très bien. Donc, et souvent, on a eu des cas pareils où il disait oui, mais je pensais que mon meilleur choix, je mettais en bas, etc. D'accord, il n'a pas compris. Donc, il fallait juste comprendre ça et mettre les choix dans le bon ordre. Cette étape de confirmation va peut-être permettre justement à ceux qui ont opté pour un choix qui ne leur convenait pas de rectifier le tir. Justement, est-ce que c'est possible? À ce stade, tout peut être changé. Donc il y a eu la première opération qui était des journées portes ouvertes au niveau des établissements universitaires, donc du 17 au 21, puis du 21 au 24, jusqu'à hier, c'était la préinscription. Donc selon leurs résultats, etc., ces nouveaux bacheliers ont coché sur une liste de choix autorisés un certain nombre de parcours qu'ils voulaient faire. Alors la condition, c'était de cocher de 6 à 10 cases, dont 2 obligatoirement dans le système LMD. Mais bon, cette liste n'est pas encore définitive. Les bacheliers ont encore devant eux 48 heures, soit aujourd'hui et demain, pour un petit peu réviser leur liste s'ils le souhaitent. Donc ils reviennent vers la plateforme avec une nouvelle liste de choix. S'ils le souhaitent. Mais s'ils sont satisfaits de leur choix, ils confirment. Ils n'auront qu'à confirmer. Et ils avancent dans les étapes. Très bien. Donc voilà, à cette période, donc aujourd'hui et demain, c'est une occasion pour ou confirmer le choix, enfin la liste des choix, ou réviser cette liste selon les possibilités, bien sûr. Ce qui implique encore une période de validation ou d'étude par la plateforme et le système. Donc tout de suite après cette période de confirmation des choix, donc c'est de 48 heures, donc on va aller directement vers le traitement informatique de toutes ces nouvelles données. Voilà, tout à fait. Donc on va compiler tout ça, donc en fonction des résultats, en fonction des places disponibles, en fonction des conditions exigées, il y aura des orientations qui seront signifiées aux bacheliers le 3 août au soir. Donc tel est le programme tracé jusque-là. Très bien. On est arrivé à l'échéance du 3 août. Que se passe-t-il à ce moment-là? Donc pour tous ces nouveaux bacheliers, l'orientation est définitive à ce moment-là? Y a-t-il encore lieu Arrivé au 3 août, il y a des bacheliers qui vont certainement choisir un parcours au niveau des écoles normales supérieures, des ENS. Ceux-là sont soumis à un entretien. Tout à fait. Donc, ils devront subir un entretien. Donc le premier pas est là, mais reste l'entretien. Donc, quand l'entretien, ça sera du 4 au 8 août. Très bien. Donc, une période de 5 jours. Des rendez-vous seront fixés à ces candidats. Si le candidat est retenu au niveau de cet entretien, telle ou telle école supérieure, donc c'est bon, il va poursuivre le chemin. S'il n'est pas accepté, on va prendre son prochain meilleur choix non soumis à test. Très bien. Parce qu'il y a deux types de parcours pour l'instant soumis à test, à savoir les ENS, donc les écoles normales supérieures, et tout ce qui est en relation avec le STAPS, le sport. Donc, en plus des conditions, etc., il faut justifier d'une bonne santé physique. Donc ça, le candidat doit présenter un certificat médical qui atteste de son aptitude à pratiquer une discipline sportive ou voilà, à être dans justement ce monde, cet univers qui demande énormément de conditions physiques. Voilà, donc voilà qui est fait. Les écoles ont traité les demandes, les doléances des étudiants. Donc après cette évaluation, si elle est concluante, donc il est retenu dans l'école nationale. Sinon, c'est le second choix finalement qui est retenu. Voilà, le prochain choix meilleur sur sa liste. Sur sa prochain liste meilleur choix. Et là, c'est définitif. On arrête les choix. Mais il peut y avoir des cas où ce qu'on appelle les zéro choix. Les zéro choix, souvent des étudiants, ils ont une liste de choix autorisée, et ce n'est qu'après la compilation des résultats que nous aurons les moyennes minimales pour accéder à la filière. D'accord.
Mais pour les bacheliers qui sont trop limites, parfois ça risque de ne pas marcher. Donc on aura ce qu'on appelle des zéro choix. D'accord. Pour eux, une autre session sera ouverte. Sera ouverte vers le 4 août. Donc ils auront l'occasion de refaire une autre liste de choix, toujours avec... Voilà, parce qu'il peut y avoir des places pédagogiques libres, telle ou telle école qui convoite. Voilà. Très bien. Et là, donc, il pourra faire. Et là, ce qu'il aura pris sur la liste de choix autorisés sera validé parce qu'à ce moment-là, on connaîtra les minimums. Alors qu'aujourd'hui, on ne les connaît pas. On connaît les moyennes pour candidater. Voilà, et j'imagine qu'ils ont été informés de la sorte, voilà, de cette possibilité, qui garde espoir, donc ne lâchez pas. Donc à partir du 4 août, vous aurez peut-être des chances d'accéder à votre université, voilà, qui représente un petit peu le rêve, voilà, que vous nourrissez depuis votre cycle donc moyen. Merci en tout cas pour cet éclairage. Est-ce qu'il y a de nouvelles filières? Souvent, l'université ouvre encore le champ chaque année selon la demande du marché algérien. Il y a eu des nouvelles filières, oui. Cette année, parce que il y a eu la publication d'un décret qui relance l'ingénierat, mais pas comme on entendait, c'est plutôt un ingénieur entrepreneur au niveau des universités. Ça existait au niveau des écoles. Aujourd'hui, ça revient au niveau des universités. Il y a 18 universités pilotes sur lesquelles nous avons lancé ces formations d'ingénieurs, dans le domaine des sciences et de la technologie, mais également pour l'informatique. Il y a aussi 2 écoles dédiées à l'agriculture saharienne, l'une à Adrar, l'autre à Ouedsouf, donc ils vont recevoir leurs premiers élèves cette année. Et puis, sur un autre chapitre, il y a une école, une ENS, dédiée à la formation des enseignants pour malentendants. Excusez-moi. Pour malentendants. Excusez-moi, ça vient. Je vais me faire taper sur les doigts ce matin. Voilà. Donc cette école qui va former des enseignants qui vont prendre en charge les élèves atteints de cet handicap, qui sont malentendants. Donc c'est une formation qui va concerner surtout des licenciés de l'année 2022. Donc il y aura l'appel de candidature très prochainement. Et c'est une catégorie qu'il faut absolument prendre en charge. Donc l'enseignement supérieur participe par la formation d'enseignants spécialisés pour prendre en charge cette catégorie d'élèves qui, pour précision, aujourd'hui sont pris en charge jusqu'au moyen. À partir du secondaire, il n'y a pas d'école qui peut les prendre en charge. Donc nous proposons de former des enseignants qui pourront les prendre en charge. Excellent, ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour tous ces nouveaux bacheliers. J'espère qu'ils profiteront de ces belles opportunités. En tout cas, merci pour cet éclairage. Monsieur Seyfeddine Amara, vous êtes le directeur de l'enseignement du premier et second cycle au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Excellent éclairage, on vous remercie pour cela. J'espère que les parents ainsi que les nouveaux bacheliers ont pu profiter de toutes ces informations les concernant. Je vous souhaite en tout cas de passer un bel été. Donc voilà, les vacances c'est aussi en perspective pour vous, j'imagine. Et en parlant de vacances, mesdames, messieurs, nous allons mettre le cap sur une très belle destination algérienne. Il s'agit de la région de Bnissaf où l'on retrouve une très belle île qui s'appelle l'île de Rchgoun. Autour d'elle, de nombreuses opportunités d'hébergement sont offertes aux visiteurs de cette région. En tout cas, c'est Kameya Mellel qui nous en fait la visite et c'est parti. Des paysages qui reflètent une grande diversité, des rivages aux couleurs féeriques, un soleil omniprésent dans cette belle région de Ain Timouchent, ville attrayante et ensorceleuse de par ses sites naturels uniques. Cette nature luxuriante, tel un chant de sirène, nous a emmenés à prendre le large jusqu'à l'île de Rchgoun, ou Leila, comme aiment l'appeler les gens de la région. Cette île paradisiaque abrite des espèces d'oiseaux rares menacés, à l'instar d'Adouine, qui y nichent en très grand nombre durant la période de migration. C'est un refuge, tu as des animaux rares,
une faune marine. De crainte d'être attaqués par ces oiseaux, nous nous sommes armés de prudence lors de notre balade de découverte de l'île de Reshgoun. L'histoire de ce site remonte au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il est considéré comme le plus ancien et important site sur le littoral algérien et le nord de l'Afrique, si ce n'est dans toute la région méditerranéenne. Considérée comme la 3e grande île après celle des Abibas à Oran et de Serijina à Skikda, l'île de Reshgoun, classée site Ramsar depuis le 5 juin 2011, recèle un riche patrimoine naturel avec une grande biodiversité. Voilà, donc on vous a promis une très belle découverte ce matin, un invité vraiment qu'on a plaisir à recevoir dans Bonjour d'Algérie. Il s'agit de Mohamed Liazid, un chanteur que vous connaissez peut-être déjà. Donc il est auteur, donc compositeur et interprète de ces chansons qu'il a déjà compilées en 3 albums. Il nous fait l'honneur et le plaisir d'être là, lui qui vit en France, il vient d'arriver en Algérie. D'abord, on va lui souhaiter un bon anniversaire à Mohamed Liazid. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous les spectateurs. Ravi de vous retrouver et puis un heureux anniversaire. Quoi de mieux que de le passer parmi les siens? C'est votre choix de cette année. Il n'y a pas mieux. Voilà. Alors, on vous a fait la fête à votre arrivée hier? Oui. C'était chaleureux. La fête, d'être là, c'est déjà la fête. Ah ben, tout le plaisir est pour nous. En tout cas, on est ravis de vous recevoir ce matin et d'avoir de vos nouvelles. Donc, aujourd'hui, je disais aux téléspectateurs que vous aviez plusieurs cordes à votre arc. D'abord, vous êtes, comme je le disais, compositeur, donc interprète et auteur de vos chansons. Enfin, pour la plupart, dans vos albums, on dira qu'il y a un petit pourcentage de reprises, n'est-ce pas? Vous êtes quand même amoureux de votre patrimoine. C'est la base de mon apprentissage. Normalement, chaque artiste, quand il commence à débuter dans sa vie, il passe par une phase ou un parcours déjà acquis avant lui. Donc c'est nos maîtres qui nous ont laissé, qui nous ont offert ce patrimoine. On ne peut pas passer à côté. Donc moi, dans mes albums, je fais tout le temps honneur et hommage à ce patrimoine en jouant, en chantant une partie. Et tout le reste de mes albums sont composés, écrits par moi-même. Voilà, vous avez commencé par le Meshmoum. Oui, Meshmoum, c'est un bouquet de fleurs tout à fait. Qu'on a offert les auditeurs. Après, j'ai fait Bin el-Barah ou Lyoum. Bin el-Barah ou Lyoum, pourquoi? Pour dire que parce qu'il y a un moment donné, il y a un conflit entre les conservateurs, les nouveaux chabistes et tout. Et moi, je me positionne entre les deux. Peu de la tradition, mais un peu la touche personnelle, effectivement. Mais en tout cas, c'est visible, c'est audible dans les différentes chansons. Elles sont très belles, elles sont très profondes. Et il y en a eu un 3e. Donc, on a cité les 2 premiers albums. Alors, qu'en est-il du 3e? Itinéraire, ça trace mon parcours, moi, mes origines d'Adrar, natif de Saïda, grandi entre Oran et Alger, maintenant vivant en France. Donc c'est tout un chemin, tout un parcours. Vous y êtes depuis 26 ans en France? Oui, depuis 26 ans. Donc j'ai appris à profiter de chaque endroit. Lors de mes passages, Saïda, Oran, Alger, Paris, Adrar, et à chaque fois je cueille une fleur, une rose et j'ajoute à mon itinéraire ou à mon parcours. Excellent, un parcours jalonné de bonheur offert justement par cette musique qui vous permet d'avoir une passerelle avec votre pays d'origine, l'Algérie. Donc ça se passe comment? Parce que vous transmettez aussi ce savoir, vous êtes enseignant de musique en France. Celui qui va ailleurs et ne transmet pas, je ne sais pas ce qu'il peut faire. Oui. Voilà. Donc on est forcément
ambassadeurs, on transmet notre savoir, notre culture surtout, et on la partage. Et en plus, on apprend des autres leur culture, leur musique, leur parcours aussi. Donc, et ça fait une fusion assez riche. Assez intéressante, une fusion qui a été visible sur les gradins justement du tas de verdure, la Hadi Flissi cette semaine, Garda Diwan Bachar, le groupe mythique était de retour. Ce concept justement résume ce que vous venez de dire. Il y a aussi l'ONB et les deux formations vous ont offert une place il y a quelque temps, avant que vous ayez votre groupe. Oui, alors Diwan de Bachar, j'ai fait partie pendant un bon bout de temps. J'ai composé, écrit un titre dans le premier album Taham et aussi dans l'album de Paulina chez l'OMB. J'ai écrit le texte de Touba et on l'a chanté avec le groupe de Diwan de Bachar aussi. Une chanson mythique. Voilà, c'est vrai que les jeunes adorent ce style de fusion. Vous aussi, vous auriez pu continuer sur l'élan de la fusion, mais vous avez choisi que votre orchestration aille sur le Shabi. On aimerait bien que vous nous fredonniez un petit morceau, si ça vous dérange pas. Bien sûr. Allons-y. Attention. Voilà, soulevez et puis on y va. Okay. Alors c'est une chanson que j'ai écrite pour mes parents et je pense que c'est le meilleur moment pour leur tout le monde de leur envoyer un petit message. Il y a le son du Tindi, mais dans le Shabi. Là, on est dans le sud, et puis là, on va encore voyager. Allez-y. Bismillah في النظام Bismillah في النظام ندعي ربي هو الوحداني يجعل لي في قوالي كل خير هو ذو الجلال بسم الله في النظام نبتدأ وندعي الوحداني يجعل لي في قوالي كل خير هو ذو الجلال والصلاة على سيد البشر طه العدناني محمد شفيع الرسال خاتم الرسال للوالد النهدي لفظي بلساني ما عندي ما نقول اليوم في الدنيا ما يكفي محال للوالد النهدي لفظي بلساني ومهما نقول عليهم في الدنيا ما يكفي محال مع الوالدين تتفاجأ كل محاني هما تجارتي في الدنيا الفايدة وراس المال Bravo. Merci infiniment à Mohamed Yazid. Donc j'imagine le bonheur de vos parents. Le message parviendra certainement. Les bons anges sont certainement autour de nous pour leur transmettre. Inch'Allah. En tout cas, on leur souhaite le rahma, Inch'Allah. Et on vous souhaite aussi justement de continuer sur cet élan de la composition, de l'écriture justement. Je le disais tout à l'heure, ça paraît peut-être évident pour certains d'être dans cet élan de composition, d'arrangement, d'interprétation ou de jeu d'instruments. Mais pour une personne qui souffre de cécité, c'est encore plus valorisant dans la mesure où vous avez perdu la vue à un moment de votre vie et ça ne vous a pas empêché d'aller vers vos passions. Je pense que chaque individu, quand il perd un sens, s'il a un peu d'intelligence, il faudrait qu'il compense. Il faudrait qu'il aille vers d'autres horizons, vers développer d'autres sens ou trouver toujours une alternative
pour qu'ils puissent au moins exister et ne pas passer pour juste quelqu'un de mesquin. Oui, absolument, absolument. Vous n'avez rien à envier aux voyants. J'ai parfois demandé une transmission d'informations à certains voyants qui ne l'ont pas fait à l'instantané, comme vous. Vous jonglez avec l'informatique, vous avez envoyé tous les liens nécessaires pour pouvoir illustrer cette rencontre ce matin. Ça a été très instantané, donc c'est dire aussi que vous avez ce don aussi pour l'informatique et les nouvelles technologies de manière générale. Ah oui, maintenant on est censé vraiment être à la page, sinon on perd déjà qu'on a un peu de difficulté à se retrouver dans ce monde. Et maintenant que les portes pour nous sont ouvertes pour accéder à l'informatique, pour ça, donc alhamdoulilah, et on l'utilise. Oui, et ce qui va surprendre encore plus les téléspectateurs qui nous suivent ce matin, c'est que vous avez d'autres passions cachées, que les gens ne connaissent pas. On vous connaît comme chanteur, mais un peu moins comme ce bricoleur passionné qui lui enseigne le bricolage et la menuiserie à travers la toile. Alors, j'ai ouvert une chaîne sur YouTube qui s'appelle Le Bricolage dans le Noir, et j'ai fait des vidéos que je publie, et on a un projet, Inch'Allah, à partir du mois de janvier en France, d'ouvrir un atelier dédié aux non-voyants. Très bien. L'agrément, vous avez réussi à l'obtenir, vous avez prouvé par vos vidéos. Oui. J'ai une association qui est très solide, qui porte ce projet, et on va avoir les financements, le local, on a déjà une bonne promesse pour le local. Inch'Allah, à partir du mois de janvier, je vais être à la tête de ce projet, et je suis très fier, et il faudrait aussi, je remercie beaucoup les gens qui m'ont aidé pour percer dans ce domaine. J'ai une association qui s'appelle Hiro à Champigny, dans la ville où j'habite. Et il y a ma femme qui est derrière les coulisses. La caméra. On va découvrir un petit extrait justement d'une de vos vidéos et on revient tout de suite. D'accord. جزائري مدينة سعيدة للي ما يعرفنيش باسكو اللي يعرفني سي بون وانا مكفوف افيغل نون فايون سميوها كما تبغيو. اليوم بغيت نهضر لكم على واحد الاشغال دو بريكولاج صغير اللي درتو انا وحدي اوطون كو نون فايون وحدي 100% وحدي، يعني ما كانش اللي شارك معايا ولو بمسمار كما يقول. دونك هذا جوست باش نوري للناس اللي يكون عندهم مشكله في رسانهم مع الانسان المعوق تل كي سوا لونديكابي افوغل ولا حاجه اخرى. اي انسان قادر يدير اي حاجه في هذه الدنيا، يسوفي يكون عنده اون فولونتي ويسوفي يبغي هذيك الحاجه. اليوم غادي نوريكم حاجه صغيره درتها صغيره. عندنا لوحه فيها 4 متر كوبيتها انايا en petits morceaux. J'ai coupé une autre planche اللي كان فيها بلانشة كيما هكا كان فيها 3 متر و 40. كوبيتها باش خدمت ان طابوري، جوست ان طابوري تاع جاردان تو سامبل تو بانال. باش خدمت هاد الشيء utiliزيت دي ماشين. الوغ لا ماشين الاولى اللي utiliزيناها هي لاسي انجلي. لاسي انجلي Alors, la scie à onglet, باش نديرو un petit essai. كاين اللوحة n'importe on va نبلوكي اللوحة تاعي باش ما تبوجيش. نبلوكيها باش ما توجيش بالسرجوان. ومن بعد عندي لا سيكوريتي هنايا نطلعها هكذا ونهود لاسي تاعي اي لو تور جوي. بسم الله. لوحه مقطوعه قد سا هذا باش خدمنا لا كوب تاعنا. دونك انا نقدر ندير
نسيت باش نهضر على واحد الآلة هي اللي أساسية في باش تقولوا لي كيفاش عبرت كيفاش عرفت انتو الناس اللي مكفوفين عندهم 1 متر يجبدوه وخلاص بس انتو ما تشوفوا. انا الخصوصيه تاع هاد لو متر انه بارلون غادي نعبز قفله غادي يقول لي بواتيي انكلو. واش معنى تاع بواتيي انكلو؟ سافو دير منا ماشي حتى لهنا، منا حتى لهنا كاع هذا راه محسوب ديجا راهي مغلوقه غادي يكون فيها 9.5 ولا 9.6 بواتيي انكلو 9.6 9.6 ملم هي ويقول سنتيمتر. اوكي انا كنت Voilà, Mohamed Yazid, on vous voit dans votre atelier, un très bel espace pour bricolage, doté de toute la technologie nécessaire pour la menuiserie, c'est excellent. Oui, c'est un petit espace que j'ai aménagé moi-même. C'est devant la cuisine de chez moi en France, et on a aménagé un petit préau. Et j'ai commencé à installer des petites machines à chaque fois. J'achète des. J'ai parlé de ma femme tout à l'heure parce que c'est elle qui a j'ai vu une très belle démo, une très belle démonstration où on vous voit fabriquer des sous-verres ciselés, décorés avec vraiment une série de cercles. Donc vous manipulez très bien tous ces appareils pour en sortir des œuvres artisanales d'une belle facture. Alors voilà, on la voit cette petite table de jardin que vous avez fabriquée, confectionnée dans la vidéo précédente. En tout cas, voilà, ça ouvre une nouvelle perspective pour vous, hein, Mohamed Yazid. Et qu'en pense madame, qui elle, vous avez dit, est derrière la caméra, elle est en coulisses? Déjà pour tout le bois que j'utilise, c'est du bois de récupération. Et à chaque fois quand elle va faire des courses, et dans son chemin, où elle ramène une palette, ou elle ramène un bout de bois, parce que je m'entraîne avant d'acheter du bois, bois. Et donc, c'est elle le commercial taille. La complice, celle qui, qui vous permet d'avoir la matière première pour travailler, pour expérimenter tout cela, et puis par la suite offrir de belles vidéos aux non-voyants qui souhaiteraient peut-être faire des choses de leurs mains et qui seraient peut-être habiles, mais qui n'osent pas, qui ont peur. Parce que c'est vrai, manipuler des engins, ça fait toujours peur. Oui, parce qu'ils n'ont juste pas eu la chance que j'ai eue, parce que moi j'ai eu la chance de rencontrer un certain Bruno dans l'association Hiro, qui m'a vraiment au départ dit au téléphone, venez ici chez nous, on va voir comment les choses vont se passer. Et une fois au niveau de l'atelier, une demi-heure après, j'étais devant une machine à couper du bois. Excellent. Et vous n'avez jamais arrêté. Non. Voilà, ça se développe de plus en plus. En tout cas, vous n'avez pas non plus oublié votre première passion qui est le chant, Chabi. Donc, et en régie, on souhaiterait écouter Touba. Est-ce que c'est possible de la réécouter de votre voix ce matin? Inch'Allah. Merci. يا حبابي وجيراني الحبيب خلي وغدر لي الغسال معوبي حمرا يا الشيخ ما نبغى يا حبابي وجيراني لا اله الا الله توبه ولا اله الا الله لا اله الا الله توبه ولا اله الا الله لا اله الا الله توبه ولا اله الا الله لا اله الا الله توبه ولا اله الا الله. C'était pas dans mon programme.
ce n'est pas dans votre programme. En tout cas, c'est toujours agréable de l'entendre de la voix de son auteur. Bien sûr, d'autres groupes, à l'instar de groupes qu'on citait tout à l'heure, Diwan Bachar ou encore l'ONB, l'Orchestre National de Barbès, ont chanté cette chanson. Ils sont montés sur scène cette semaine. On vous souhaite que votre orchestre les suive, revienne aussi en Algérie. Ils sont impatients, j'imagine, de retrouver le public algérien. Malheureusement pour moi, j'ai pas beaucoup quand je viens ici, j'ai pas beaucoup de contacts et entre visiter la famille, le temps il va trop vite. Mais c'est un plaisir et c'est un honneur et c'est une envie grande de me produire devant un public algérien. On souhaite que cet appel trouve écho auprès des organisateurs locaux, donc qu'ils soient publics ou privés. Donc merci infiniment Mohamed Eliazid d'avoir été avec nous. Ravi vraiment de vous avoir accompagné ce matin et j'imagine que la découverte était de taille pour les téléspectateurs qui ont découvert les différents arcs que vous avez, différentes cordes que vous avez à votre arc. Merci infiniment. Donc on était avec Mohamed Yazid, auteur, compositeur et chanteur de musique chabi, enseignant. Et puis voilà, vous avez découvert ses talents de bricoleur également. Donc il a sa chaîne YouTube que vous pouvez encourager à travers la toile. Ça s'appelle Bricolage en noir. C'est bien ça? Dans le noir. C'est vrai que ça prend un autre sens quand on met... Merci à tous ceux qui sont encore avec nous. On vous promet de nouvelles découvertes. Cette fois-ci, on met le cap au sud algérien avec cette fabuleuse perle du désert, Janet. Janet qui a été mise en valeur dans ce reportage commenté par Amel Bouarba. Janet, la perle du Tassili, subjugue par sa beauté tous ses visiteurs. Oasis florissante au cœur d'un paysage époustouflant aux multiples facettes, entourée de montagnes rocheuses du timber. Des paysages au charme apaisant et inspirant qui donnent envie de se laisser entraîner dans une belle virée, guidée par Hicham El-Khalwi, artiste et globe-trotteur qui nous emmène dans un merveilleux périple à la découverte des atouts de Janet. C'est une source d'eau naturelle. La légende dit que lorsqu'on boit de cette eau, on finit toujours par y revenir. Muni de sa guitare, Hicham sillonne Janet sur sa moto, nous transportant dans un véritable voyage dans le temps. Destination, les fabuleuses gravures rupestres de la vache qui pleure, un chef-d'œuvre artistique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces magnifiques sites archéologiques sont situés à environ une trentaine de kilomètres de Janet. Pour les jeunes de Janet, activant dans le tourisme, cette région est une destination touristique qui offre de multiples atouts et draine des visiteurs tout au long de l'année. C'est une destination très prisée qui offre un large choix de sites comme Ihrir qui est magique. Elle est classée zone humide protégée dans le cadre de la convention Ramsar, un véritable paradis sur terre. Elle offre des paysages vraiment apaisants. Il y a l'eau, la fraîcheur, on ne se croirait pas dans le désert. يعني ما تقولش باللي راك صحراء. جانت كما يعلم الجميع أنها تتميز بمقومات ومؤهلات. Comme tout le monde sait, Janet regorge de sites touristiques et archéologiques impressionnants, en plus d'un climat agréable, car à Janet, les températures ne sont pas très fortes. ماهيش درجات حرارة يعني عالية.
Capitale de la beauté et de l'art, Janet offre tous les ingrédients du bonheur au milieu des dunes féeriques. L'été à Janet est agréable, le climat est sec. Ici, il n'y a pas d'humidité comme au nord. On profite de nos soirées en sortant en plein air. Au cœur des dunes, on savoure un thé délicieux. لازم يكون فيها الاتاي بعدها هكا ورانا للجيتارة وخلاص. Oui, qui a dit que justement ces belles régions, ces pépites de notre désert ne sont pas à visiter en été? Ben si, on y pratique certains tourismes, on y pratique du ski par exemple et d'autres manières aussi de profiter des espaces dunaires. En tout cas, ces espaces dunaires n'ont plus de secret pour notre invité suivant. Il s'agit de Mohamed Dali, opérateur en tourisme du côté de la Saoura. Donc, ravi de vous retrouver, Mohamed. Merci madame pour cette invitation. Vous avez parcouru 1000 km pour venir chez nous. Oui, 1000 km parce que c'est une invitation pour donner une idée sur le tourisme au niveau du Grand Sud, surtout dans la région de la Sahara. Oui. Et pour ça, je suis invité. Je félicite beaucoup vous, comme journaliste ici dans ce plateau, dans cette chaîne Bonjour d'Algérie et toute l'équipe de votre émission. Très bien. C'est vrai que vous aussi, vous êtes une vitrine de notre pays. Vous permettez aux touristes d'aller là où c'est nécessaire d'aller là où c'est beau, d'aller là où c'est vraiment très très valorisant pour notre pays, l'image de notre pays. Donc vous avez, en tant qu'association, fait cela pendant des années. Donc depuis 1999, vous opérez au sein de l'association Athlète, c'est bien cela, qui représente justement le tourisme au niveau des grands sites dans la région de la Sahara, le sud-ouest algérien. Très bien. Quand on parle de la Sahara, on y intègre bien sûr la célèbre Tarit. C'est ça, oui. Tarit, où l'on voit l'une des plus grandes dunes dans le désert algérien. C'est ça, oui. Oui. Avant de répondre à vos questions, madame, la première des choses, je dois présenter mes condoléances à la journaliste Khalifi Sabrina. Oui, tout à fait. Ses condoléances à la défunte, à leur famille et toute l'équipe de votre. Deuxième des choses, à l'occasion. Vous l'avez connue, Sabrina Khalifi? Je connais, oui. Avec les émissions du Salon. Elle a travaillé beaucoup, surtout elle a travaillé dans cette station depuis 20 ans, comme ça. C'est une journaliste qualifiée dans le domaine, oui. Tout à fait. Deuxième des choses, je te présente à vous et toute l'équipe ou tous les Algériens à la fête de l'Aïd al-Adha. Bonne fête. Oui, Aïdkoum Moubarak également, et kol aam wa bkhir. Et la troisième chose, à l'occasion de la 60e anniversaire de l'anniversaire algérien de la jeunesse, je présente à vous et toute l'Algérie, tout le peuple algérien. Et bonne fête. Une bonne fête, ça a été une belle célébration cette année. Aussi, c'est l'occasion, parce que c'est une occasion très importante. C'est un message au peuple algérien et à l'État, parce que le grand shahid, le martyr, qu'il a mort au champ d'honneur, oui, qui est tombé au champ d'honneur. Oui, avant de tomber au champ d'honneur, il a laissé un message. Il dit si nous avons mouru, défendez notre mémoire. Tout à fait. C'est le shahid Karim Didi Choumourad. C'est l'année qu'il a dit cette phrase au peuple algérien, c'est un message au peuple algérien sur le 19 février 1957. C'est un message qui vous parle certainement parce que vous défendez la beauté de l'Algérie dans vos missions de guide, parce que vous êtes guide touristique au profit souvent des étrangers qui viennent visiter le pays. Donc beaucoup de diplomates font appel à l'association et ont une réponse très très intéressante dans la mesure où les circuits sont d'une richesse incroyable, parce qu'il y a différents types de tourisme dans cette région. On peut les énumérer peut-être. Oui. Il y a le tourisme culturel, tout type de tourisme. Dans la région du Sud, oui. il y a deux types de tourisme.
le tourisme sahraouen et l'ouverture du tourisme sahraouen. Tu connais bien, c'est la saison estivale du tourisme sahraouen, c'est début d'octobre jusqu'à la fin du mois d'avril. Tout à fait. Et après, il y a la chaleur. Il y a sûrement un grand sujet très important que je suis bien ici pour faire la promotion de ce tourisme. C'est le tourisme médical. Ça aussi, c'est très important. Le bain de sable n'est pas connu de tous, effectivement, mais il se pratique dans différentes... Quelles sont les régions où il se pratique? Oui, le tourisme médical, c'est le moment. C'est du mois de juillet jusqu'à la fin du mois d'août. Dans la région de Tsarit, au Grand Ergo occidental. Pourquoi? Parce que les dînes du Grand Ergo, il y a le tourisme médical dans le sud-est, par exemple, comme Bourgla, Tsougouret Louad, Timi Monadra. Mais les experts et les gens qui connaissent bien le sud, et surtout les médecins, parce que les médecins, ce sont qu'ils demandent à maladie pour partir à Tsarit. Pourquoi? Parce que les dînes du Tsarit, c'est bon pour la qualité et pour la médecine, pour la santé des parce qu'elles sont riches en minéraux et il y a la chaleur, effectivement, mais le sable de cette région est très riche. Les dunes de cette région, c'est une dîne. C'est pour la santé d'un malade. C'est bon que les dînes des autres régions. C'est recommandé pour les rhumatismes, entre autres? Oui, pour les types de maladies, sont le rhumatisme, le dos, les os. Il y a plusieurs maladies dans le corps de l'être humain. Tout à fait. Oui. Là, on a l'impression qu'il s'amuse, mais en fait, il se soigne. Et bien sûr, il y a ce médecin. En général, c'est pratiqué avec le soutien et l'assistance d'un médecin ou d'un connaisseur, parce qu'il y a aussi la tradition. Oui, le maladie, par exemple, il y a une maladie par rhumatisme ou les os ou le dos ou les pieds, il doit toujours contacter le médecin. Tout à fait. Parce que tu sais, les malades comme par exemple le cœur, ou les autres malades ne peuvent pas faire ces séances dans les dînes, parce que tu sais, dans les séances, quand il y a la chaleur, ou surtout le canicule dépasse dans 49-50 à l'ombre. Tout à fait. Et on l'a vu dernièrement, oui, tout à fait. La période de faire ces séances pendant 1 heure jusqu'à 17 heures. Quand il y a une grande chaleur, il vient le malade, et les guides ils préparent les trous à 7 heures du matin. Pourquoi? Pour les rayons du soleil chutent dans le rein. Et à midi jusqu'à 17 heures, le malade, il vient, il entre dans le... C'est déjà bien chaud, c'est vraiment le bain chaud. Ah, c'est une chose magnifique. Quand il entre dans le trou, il reste, ça dépend du corps de l'être humain. Voilà, 15 minutes, 20 minutes, ne dépasse pas 1 heure. Voilà, il faut pas que ce soit c'est la première séance de la première journée. Oui. Il y a le deuxième jour, la séance deuxième, le troisième. Et ça dépend de personnes. Il y a des personnes qui font 3 jours, qui font 7 jours, qui font 15 jours. Mais toutes les gens qui viennent, et surtout les gens du haut plateau et les gens de votre du nord, donc ils viennent pour des cures. Parce que vous, au nord, il y a la Méditerranée, la mer. Oui. Et les gens touchent beaucoup de ces maladies, ils doivent venir, et surtout les immigrés. Voilà, ils éliminent toute l'humidité qui est dans leur corps à travers ces bains qui, selon les personnes, pourraient se prolonger sur une durée qui va jusqu'à 15 jours. C'est ça la médecine douce. Oui, c'est très doux. Parce que les médecins en Europe, parce que tu sais, les malades en Europe, il y a la médecine sophistiquée, les produits chimiques, tout ça, mais toujours il y a un conseil des médecins. Il dit aux maladies, tu dois partir au sud, aux dunes. Oui. Va vers les dunes et tu reviendras tout neuf. Ah, tout neuf, oui. Voilà, on fait peau neuve quand on va déjà moralement, parce que les dunes apportent un apaisement autant que la mer. Oui. Et puis, bon, il y a cette possibilité. Et puis pour les aventuriers, ils peuvent toujours faire du ski sur les dunes. Dans ces jours pour les maladies. Il y a d'autres choses. Oui. Il y a le circuit de chameau, il y a le ski de sable, il y a pour voir par exemple le coucher de soleil, le lever du soleil. Il doit visiter par exemple les crêtes où il y a les dessins du siècle, des périodes. Oui, les grottes préhistoriques, effectivement. Il y a le patrimoine matériel, le vieux par exemple, à Tsarit, il y a les palmiers, les jardins, d'une distance de 20 km.
où il y a le cri, le wad, le vieux Ksar, pour voir comment construire ce vieux Ksar, parce que ici au Sahara, tous les vieux Ksar est à côté du wad, parce qu'il y a une agriculture et tout ça, et voir maintenant comment construire cette construction des vieux Ksar. En harmonie avec l'environnement, parce que même l'association dans laquelle vous activez, l'Athlède, préserve l'environnement et aussi encourage toutes les initiatives à même d'épouser justement et le relief dans la construction, mais aussi dans la pratique touristique. Il n'y a pas de tourisme sauvage. Notre but de cette association, pourquoi? Pour la promotion du tourisme intérieur-extérieur, pour venir le tourisme. Mais il y a un problème depuis 2 ans, donc il y a le Covid-19. Oui, ça a freiné le tourisme, comme on dit, il n'y a pas de tourisme, et surtout dans le Groupe Sud. Nous avons perdu beaucoup, et surtout l'Algérie a perdu jusqu'à 500 milliards de centimes seulement pour le secteur du tourisme. Tout à fait. Mais cette année, à la fin de 2021, il y a un tourisme, et surtout un tourisme intérieur. Parce que ici, dans le sud, il y a deux moments très qui le tourisme au Sahara. C'est la fête de fin d'année et la fête du prophète. Il y a beaucoup de le Mawsam de Timimoun. C'est ça. Voilà. Et cette année à Tiarit, par exemple, le nombre de populations de Tiarit ne dépasse pas 20 000 habitants. Mais cette année, à la fin du mois de 2021, depuis 7 décembre jusqu'à le 7 janvier, il y a une grande population de Tiarit, surtout les familles, les écoles, les universités, seulement à Tiarit, 40 000. Oui. On espère que tout ce flux reprendra bientôt et qu'il y ait apaisement de cette pandémie qui vraiment sévit toujours. Hélas, on souhaite vraiment à tous les vacanciers de prendre en considération les conseils de notre ami ici. Donc, Mohamed Ali, merci. Vous êtes opérateur touristique du côté de la Saoura. C'est la dernière idée, malheureusement. Il y a une autre personne qui attend. Allez-y, terminez. Oui, parce que le but de notre association, il y a, comme on dit, l'environnement. Il y a aussi, nous, parce que nous travaillons avec les ambassades, nous invitons les ambassades pour venir pour faire des cirques, pour faire des séminaires de conférences. Ils ont aussi les ambassades invités à Alger pour participer à des fêtes nationales, des congrès, des séminaires, tout ça. Et le rôle de notre association, maintenant, nous avons donné une idée au grand site pour la lecture, la littérature. Oui. Nous avons invité beaucoup des hommes de lettres à venir se ressourcer. De l'intérieur. Par exemple, nous avons invité Raphaël, c'est un écrivain et professeur en université française, parce qu'il a fait beaucoup de livres, et surtout à la période de 60e anniversaire, il a écrit beaucoup de livres sur l'histoire de la Révolution algérienne, comme le livre Pourquoi papa tu partir en Algérie. C'est dire que tout est possible dans le Sud, vraiment. C'est une sinécure que de séjourner dans une des perles du désert, que ce soit Bni Abbas, Tarit, Timimoun, Janet et j'en passe. Donc, notre ami ici est ambassadeur de la région de la Saoura. Il vit à Béchar et parmi des amis passionnés de tourisme. Merci infiniment. Je vous souhaite un bon voyage de retour, Mohamed Ali. Merci beaucoup. Merci et bonne chance. Bonne chance, Inch'Allah, pour la continuité de vos actions. En tout cas, merci d'être patient. Tout de suite, vous allez retrouver le spécialiste des internets, Imadeddine Lamouri, arrive après ceci.
Bonjour, bonjour, Ahmed Din Lamouri, ça va? Bonjour, oh là là, le nom complet. On est fait balader. J'essaie. Bonjour. Allez, alias Ahmed. Oui, Ahmed du mercredi et qui est venu lundi. Voilà. Très bien. Les internets, la rubrique, on va parler d'un petit peu tout ce qui se passe sur Internet. Alors comme on est en plein été et que j'aimerais bien vous laisser un petit peu quelques conseils pour bien passer l'été avec de bonnes applications de bons sites. Alors je commence déjà par ce que j'ai utilisé. D'accord. Il y a une application qui s'appelle Nbetu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Oui, tout à fait. Voilà, Nbetu, comme son nom l'indique, c'est une application qui nous aide à savoir où on peut passer la nuit. Voilà, Nbetu. Nbetu.com, c'est un site et c'est aussi une application. Alors je l'ai essayé, je parle d'abord de mon expérience. On voulait aller à El Qala avec mon épouse et on a trouvé sur le site, sur l'application, tout ce qu'il fallait. Il y avait des maisons, des villas, des appartements, mais nous, notre budget était un petit peu serré. Donc on a pris un étage de villa qui avait l'air intéressant sur les photos. Mais une fois sur place, c'était pas vraiment top. C'était pas la même chose. Et je voulais parler de cette expérience pour dire que même avec une mauvaise expérience ou alors une mésaventure, on a pu discuter avec les responsables, ils nous ont remboursé et nous avons pu chercher autre chose. Et bien évidemment, sur place, et bien évidemment, avec le retour d'expérience, nous avons pu partager justement cette mauvaise expérience qui a été retirée du site par la suite. Donc c'est vraiment un service avec un échange de données, d'informations, mais aussi il faut communiquer. C'est ça qui est important. Mais ce que je veux retenir de cette expérience, c'est qu'il faut essayer. Nous ne devons pas être réticents à la nouvelle expérience parce qu'on est on campe un petit peu sur nos acquis, on préfère éviter les risques. On dit bien un chat est chaud des crins l'eau froide, donc Exactement. on finit par faire comme le chat. Sachant que 2 jours auparavant, nous avions trouvé un appartement à Jijel, nous avions passé la nuit, c'était super intéressant, très propre, très clean, tout comme la photo. Les photos, d'ailleurs, il y a les photos, comme sur n'importe quel site que vous pouvez visiter, vous pouvez voir. Les plages étaient sublimes, n'est-ce pas, Jijel? Bien évidemment, non, mais Jijel, on n'a pas eu le temps d'aller à la plage, malheureusement, parce que c'était vraiment... C'était une escale. C'était une escale exactement pour aller à Al-Qala, mais Al-Qala, c'était magnifique. Le Murjana, on n'a pas eu l'occasion d'aller au lac parce qu'il y avait beaucoup de vent avec la période, mais c'était super sympa. En automne, il y a un spectacle féerique d'oiseaux migrateurs. Oui, voilà, dans le lac des oiseaux, je crois. Il y a un lac juste avant Al-Qala. Le lac Tonga. Le lac Tonga, le lac des oiseaux, etc. Donc voilà, ça c'était par rapport au service bien de chez nous, nbetu.com. Il y a à l'international, mais même en Algérie, Airbnb. Je ne sais pas si on connaît ce service, Airbnb. Oui, il y a de plus en plus d'Algériens qui s'inscrivent donc dans le système de Airbnb. C'est ça. Mais le truc, c'est que c'est comme une bateau, donc vous pouvez soit chercher des appartements, des locations, ou alors proposer vous-même. Voilà. Si vous avez des appartements, vous pouvez proposer. Ça, c'est le logo de Airbnb. Et c'est un service qui a été créé en 2008 aux États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais c'est assez sympa. C'est des jeunes, des étudiants qui voulaient se faire un petit peu d'argent avec un appartement qu'ils louaient. Et c'était une période bien particulière aux États-Unis, c'était les élections présidentielles. Et ils disaient qu'il y a un meeting sur place, c'est à San Francisco, il y a un meeting, on va recevoir des gens. Eh bien, pas du tout. Ça a commencé grâce à des céréales, ils ont créé une marque de céréales, ils ont vendu des boîtes de céréales au lieu de vendre le service qui était justement Airbnb. Mais c'est grâce à ça qu'ils ont pu avoir les fonds, collecter les fonds récoltés pour se lancer. Pour la promotion et le marketing, l'opération marketing était nécessaire. C'est ça, la start-up a besoin de fonds pour commencer. En revanche, la start-up suivante, c'est Couchsurfing, qui est maintenant une très grande compagnie. Couchsurfing. Bon, ça n'a rien à voir avec le surf, c'est le surf sur Internet. Voilà, sur Internet, mais couch, c'est le canapé. Là, Airbnb et Nbetu, c'est vraiment, vous louez un appartement, un étage de villa, une villa, tout simplement. Couchsurfing, c'est vous mettez à disposition un canapé. Donc vous n'êtes pas obligé de louer carrément une chambre ou une maison. Donc vous avez une maison dans la ville, dans le pays que la personne recherche, ou vice-versa. Vous pouvez mettre à disposition ce canapé pour passer la nuit, tout simplement rapidement. Un lit, un canapé. Et ça a été créé en 2004 aussi aux États-Unis, à San Francisco. Ça existe depuis un bon bout de temps, presque 20 ans. En citant le surf, c'est vrai que, est-ce que vous savez qu'il y a un club de surf du côté des Canadiennes? Oui, et justement je parlerai un petit peu des activités nautiques tout de suite après. Bon, maintenant on passe à une page, un réseau social qu'on connaît tous, c'est Facebook, mais là le groupe Meilleur Pire Coin, c'est un groupe que pratiquement tout le monde connaît ici, et
je voudrais parler du service, on en parle depuis quelques temps, c'est que vous posez votre question et il y a des réponses. Dans ces réponses, il n'y a pas forcément que des bonnes réponses, il n'y a pas forcément que de bonnes orientations. D'où l'intitulé meilleur et pire. Quoi. Mais l'intitulé vient de... Quand vous avez une bonne expérience, vous partagez votre expérience. Quand vous avez une mauvaise expérience, vous partagez votre mauvaise expérience. Sauf que dans les commentaires, dans le style communautaire, il y a parfois des retours utiles, il y a parfois des retours juste des commentaires comme ça. Donc, ce que je vous conseille, c'est pas uniquement de taper votre question 40 000 fois sur le site, sur la page, c'est de faire dans la barre de recherche de la page, du groupe, créer simplement l'onglet, la case, où vous mettez vos mots-clés, vous cherchez à manger, à dormir, à être hébergé quelque part dans une ville, dans une wilaya. Donc voilà, c'est vraiment l'utilisation qui est comme ça. Il y a aussi un service qui existait mais qui n'existe plus maintenant, il s'appelle Winneklu. D'accord. C'était carrément uniquement les restaurants, les fast-foods, etc. Celui-là, j'en ai pas entendu parler. Oui, il n'existe plus d'ailleurs. C'était un service qui devait se lancer en 2017-2018, qui ne s'est pas lancé. Et c'est dans cette page que vous pouvez tout retrouver. Hein. On a plein de recommandations positives et négatives dans Meilleur Pire Coin. Maintenant, je vais passer à un site. D'ailleurs, c'est le premier site dont je parlais à l'époque quand j'étais à Canal Algérie en 2012. C'est Viniculture, qui bien sûr existe donc depuis au moins 10 ans. Viniculture qui a un nouveau logo, c'est Vini, voilà. Viniculture, c'est un petit peu le site qui partage toutes les sorties culturelles, loisirs. Et l'un des derniers articles qu'ils ont partagé, c'est 23 activités qu'on peut pratiquer en Algérie. Vous avez le laser game, vous avez le paintball et tout le tralala, mais il y a aussi des activités comme le kayak. Tu en parlais, le surf, le kayak, plein d'activités nautiques, on est en été, mais partout, il y a vraiment plein de sorties. Excellent. Et justement, parmi les clubs qui sont recommandés, qu'on peut trouver sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a une bougie. Une bougie, comme son nom l'indique, il y a une bateau, une bougie, un aclo, etc. Donc, une bougie, c'est un site, un réseau social, c'est une communauté qui organise toutes sortes de sorties et activités. Bien évidemment, on n'est pas que dans le kayak, il y a aussi des sorties au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Trip, travel and tourism. Voilà, ils font ça, ils sont très 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 intéressants, ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils sont actifs. Bon, en numéro 7, après avoir mangé, après avoir voyagé, c'est bien de faire un petit peu de sport. Hein, oui, il y a une application qui s'appelle MyFitnessPal. Je voulais juste le dire avec Dak pour dire on consomme, mais on ne surveille pas. Ouais. MyFitnessPal, c'est une application là où vous mettez votre poids initial et vous surveillez tout au long de l'été, tout au long de la période que vous voulez surveiller. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, c'est pour moi. Pour moi aussi. Hein. Écoute, quelques kilos de trop. C'est le nouveau logo de MyFitnessPal. MyFitnessPal, c'est ce qui m'intéresse le plus. On verra ça après. En tout cas, tout à l'heure, vous aviez parlé de Janet. Oui, tout à fait. Oui, alors avant de passer à Janet, j'aimerais parler d'un photographe international. Ah oui, bien sûr. Je t'enverrai l'application de date. Il y a un photographe qui s'appelle Andrew Studer. Andrew Studer, c'est un photographe international américain. D'accord. On va montrer la tête du monsieur pour que les gens puissent le découvrir. Il a une page Facebook et Instagram très 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 intéressante. C'est lui, le monsieur, qui voyage. Déjà vu. Comme vous voyez sa tête, il a un sac à dos bien rempli, un sac à dos de voyage. C'est beau derrière lui. Des sandwichs insoupçonnés. Il y a aussi l'Algérien Khoubaï, je ne sais pas si tu connais, Rabia, qui partage des choses pareilles. Voilà. Je voulais aussi parler de lui, c'est un vlogueur très connu, il mange un peu partout, il montre ce qu'on peut faire avec 1 euro, 1 dollar et une rouble. Mais là, ce photographe, Andrew Studer, je parle de lui parce qu'on a bien voir les photos, les images de ce qu'il a l'habitude de prendre. Il a de très belles photos, il est connu pour faire le tour du monde, pour montrer un petit peu la culture, un petit peu le paysage. Là, on a un croissant lunaire très 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 joli. Voilà, regardez, c'est très beau. On a l'impression que c'est une illustration sur Photoshop ou Illustrator, alors que c'est vrai. C'est un réel croissant. Réel croissant lunaire. Là, bon, on dit le Djebel, limite la Raouch, là, c'est le Djebel avec la mer. Voilà, ça pourrait être Djel, ça pourrait être... Exactement, à Annaba, il y a des décors exactement pareils à Annaba. Là, c'est un beau, une belle pleine lune. Avec un avion bien... On dirait E.T. Traversé par... Oui, tout à fait. On dirait E.T. téléphone maison. Il y a aussi les pingouins, voilà. Donc là, c'est une image pour illustrer ce qu'il aime bien faire. Il aime bien se déguiser en astronaute. Là, c'est comme s'il était dans une planète inconnue, peuplée de pingouins. Et là, c'est l'astronaute dans la vallée. Et il garde son costume d'astronaute. Daft Punk aussi, si tu veux, voilà. Ça te ferait plaisir. Et là, c'est dans le sud algérien.
Là, on est à Djanet. Là, on est en plein dans le sud algérien. Ah bah oui, là, c'est vraiment un paysage lunaire. Voilà, mais on peut se croire sur Mars. Ceux qui veulent voyager, ils veulent se dire, allez, on va à l'espace. Le sud algérien. Tadarart, c'est à Djanet. Voilà, il y a tout plein de photos. Un sable rouge. Voilà, sable très rouge et de belles sculptures naturellement sculptées, tout simplement, dans le sud algérien. C'est très beau. Et voilà, on peut visiter ses réseaux sociaux. Andrew Studer. Et c'est beau. Ou alors Roubaï. Non, mais Roubaï, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait des vidéos carrément, entre guillemets, si je puis dire, vraies. Il y va, mais par ses propres moyens. Il se dit, avec 20 €, qu'est-ce qu'on peut faire? Il est parti à Zanzibar, il a montré comment on pouvait louer une nuit à l'hôtel à 12 € seulement, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Il est parti en Estonie, j'ai vu la vidéo en Estonie, c'était quelque chose quand même. Et la vidéo que je voulais montrer, mais c'est un peu long, je ne pouvais pas montrer juste 30 secondes, c'était à Lahore, c'est au Pakistan. La vidéo s'appelle... Il faut avoir les intestins forts pour manger la nourriture la moins chère du monde. Voilà, là où il a voyagé en tout cas. Oui. Voilà, donc c'était un petit peu le tour de ce que je voulais vous montrer sur Internet pour préparer l'été, pour vivre pleinement l'été. Voilà, il y a énormément de possibilités. Merci Ahmed de nous avoir donné quelques petites adresses utiles. Moi j'en ai noté une ou deux. C'était MyFitnessPal, c'est ça? Entre autres. Moi c'est celle que j'ai mis en caractère gras, voilà, tout simplement. Merci beaucoup Ahmed, passe une bonne journée ainsi que tous ceux qui... Et bonnes vacances, bonnes vacances pour certains, oui, voilà. Pour ceux qui peuvent se le permettre tout de suite, bonnes vacances, bonne journée à tous et à très bientôt, au revoir.